Merci d'être là. Je suis très contente, très honorée et je salue mon coprésident Pierre-Marie des Conversations philanthropiques en culture. Aujourd'hui, on va un peu parler, en fait, cet après-midi. En deuxième étape, on a vu que la philanthropie de proximité, c'est très important, ça bouillonne. Et quand les communautés brassent d'idées, d'initiatives, d'actions, en fait, philanthropiques, les personnes qui sont responsables de politiques culturelles n'ont peut-être pas le choix d'y répondre. Et on a envie, en fait, de vous entendre sur ces questions-là. Quelles sont les prochaines initiatives? Alors, j'ai avec moi, à ma gauche, Charles Millard, président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonjour, Charles. Oui, tu veux prendre ton micro? Bonjour. Bonjour à tous. Julien Valmarie, bonjour. Directeur du soutien et de la philanthropie du Conseil des arts de Montréal. Bonjour tout le monde. Yvan Gauthier, conseiller stratégique, avant président directeur général de la Fondation du Grand Montréal et aussi président directeur général avant du Conseil des arts et des lettres du Québec. Bonjour Yvan. Bonjour Carla, bonjour tout le monde. Cyril Ecola, journaliste et producteur de contenu média, coprésident du conseil d'administration de la Fondation Dynastie. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Très bien. Moi, je très pensais bien. que tu allais nous faire danser pour... Oui, parce que je suis danseuse et en plus afrodescendante et dans nos cultures, on danse toujours. Est-ce que vous voulez que je vous fasse danser ou... Parce que je suis capable, hein? Parce qu'on devait monter sur scène en dansant, en fait. Je vais même faire le rythme pour vous, si vous voulez. Alors, on va commencer comme tout à l'heure. On a 45 minutes de discussion entre nous. Ensuite, je vais vous laisser la parole. Puis j'aimerais commencer par Yvan, si tu permets. Yvan, de te tutoyer. On s'est rencontrés il y a 20 ans quand j'étais au comité de la jeunesse. Comme tu as travaillé longuement dans les programmes et les incitations fiscales, est-ce que tu peux nous faire un court bilan, en fait, dans ton expérience, savoir expérientiel, des programmes tels que Mécénat, Placement Culture? Qu'est-ce que tu en as retiré, en fait, de ces 10 ans? Alors, merci. Puis d'abord, moi, je suis très content d'être parmi vous, très fier qu'il y ait une mobilisation comme celle-là qui ait lieu sur le sujet de la philanthropie culturelle. Je ne peux pas m'empêcher de citer le ministre de l'Éducation de France, c'est l'actuel ministre de l'Éducation, M. Papendiaï, qui a dit au début de l'année que l'avenir de la démocratie est dans la philanthropie. Alors, rien de moins. Ça, c'est un sujet d'un autre colloque. Mais derrière cette phrase, il y a une illustration de l'importance de ce phénomène-là dans notre société. Pour revenir donc à la question des bilans, donc moi je m'en tiens pour cette question-ci au bilan des programmes de soutien au fonds de dotation, puisque dans le fond, les programmes visent essentiellement un problème majeur dans la culture, c'est la sous-capitalisation des organismes culturels. C'était ça l'enjeu de créer un programme comme Mécénat, Placement Culture et même chose pour le programme de patrimoine canadien, le Fonds canadien d'investissement dans la culture pour les fonds de dotation. Dans le fond, ce sont les seuls programmes qui permettent le développement de réserves de capital pour les organismes culturels. Alors, c'était ça l'objectif au point de départ. Alors, moi, j'ai eu l'opportunité au Conseil des arts et des lettres de lancer le programme avec la ministre, Mme Lynne Beauchamp, à ce moment-là, de piloter le programme pendant plus de 8 ans. Et après mon séjour au Calque, d'être à la direction de la Fondation du Grand Montréal qui gérait les programmes, les fonds créés dans le cadre du programme Mécénat Placement Culture, plus de 250 fonds créés par les organismes culturels. Alors, je l'ai vu, je l'ai constaté, j'ai vu l'évolution d'un côté et de l'autre de la clôture. Et j'étais très fier au début de lancer le programme et j'étais encore très fier des résultats du programme. Je ne vous donnerai pas directement mon opinion. Je vais référer à celle de 2 rapports d'évaluation ministériels concernant le programme Mécénat, Placement Culture et Fonds canadien d'investissement dans la culture.
Essentiellement, les rapports sont très positifs. Ils ont été faits en 18 et 19. On parle d'une participation qui a été croissante des organismes culturels, d'augmentation du nombre des collectes de fonds, d'une croissance majeure des fonds de dotation, surtout ceux à perpétuité. Et parmi d'autres facteurs positifs, le développement de réseaux de donateurs au Québec, particulièrement. Je ne peux pas m'empêcher de parler de Mécénat Musica, qui est créé en 2013 et qui estimait récemment sur son site Internet avoir mobilisé plus de 500 individus et familles pour des dons dépassant 50 millions. Alors, on parle là, de 539 dons de 25 000 et plus et de 40 dons de 250 000 et plus. Alors, il y a, je pense que c'est un élément majeur dans les retombées non prévues du programme. Le programme Mécénat Placement Culture a été copié. J'en suis très fier. Alors, on parle maintenant de placement université, de placement cégep, de placement sport et loisirs. Alors, on peut dire que quand un programme est copié, c'est qu'il connaît un certain succès. Alors, essentiellement, sur les bilans, sur ce qui est positif sur les bilans, c'est ce que je tenais à souligner. Par contre, quand on parle d'amélioration, je pense que le premier élément, c'est le rattrapage des subventions qui n'a pas suivi la croissance des programmes. Alors, si au point de départ, il y avait au moins une équivalence au montant déposé dans le fonds par les organismes suite à une collecte de fonds, maintenant, on est presque à la moitié du montant qui est versé par la subvention de placement culture. Et même, c'est le même problème au niveau du Fonds canadien d'investissement de la culture. Alors, il y a un rattrapage de subventions. Deuxième enjeu, ça a été souligné un peu tantôt par Véronique de Wapikoni, il y a un enjeu d'équité. Les programmes de soutien au mécénat, évidemment, profitent surtout aux organisations qui sont déjà bien structurées. Alors, ils sont moins accessibles, ces programmes-là, évidemment, aux organismes ethnoculturels et racisés, aux organisations autochtones et aux organisations sur les territoires éloignés des villes importantes. Et je salue la détermination de Mathieu Rivet dans son organisation. C'est vraiment un très bel exemple d'une campagne qui a été menée en région au moment où le programme Mécénat Placement Culture accordait des subventions supplémentaires aux petits organismes dans les régions. C'est un volet qui a été supprimé lors de la dernière évaluation du programme. Alors, autre élément, c'est évidemment, ça a été mentionné par plusieurs, le manque de formation et d'expertise dans le milieu. Les organismes apprennent sur le tas. Il y a beaucoup d'initiatives actuellement qui, je le souhaite, vont combler ces manques importants. Et je voulais souligner que, profitant de la présence de M. Millard, que lorsque le programme avait été lancé par Mme Beauchamp en 2005, il y avait un grand projet de la ministre de faire une charte de la philanthropie avec la Fédération des chambres de commerce pour inciter à un partenariat. Alors, moi, je relance l'idée de 2005 que ce partenariat soit présent dans l'ensemble des régions pour les organismes qui le désirent vraiment. Alors, c'est un maillage qui pourrait être très productif. Alors, en résumé et rapidement, c'est un bilan qui se veut positif dans l'ensemble, mais sur lequel il y a des actions à poser pour corriger les lacunes. Merci beaucoup, Yvon. On va continuer sur cette discussion, notamment avec Julien, parce que, bon, il y a des questions d'équité, évidemment, la question de la professionnalisation, et l'autre côté aussi des petits organismes que le Conseil des arts de Montréal dessert en majorité. Est-ce que je peux dire ça? Pas seulement, mais vous avez une majorité de petits organismes. Quelles sont vos initiatives, en fait, qui découlent des politiques culturelles, et aussi pourquoi... pour le Conseil des arts de Montréal, la philanthropie, c'était tellement important que vous avez décidé de développer toutes ces panoplies
initiative? Moi, je pense que ça part de nos valeurs de démocratie au Conseil et qu'on est un organisme de proximité, donc proche des besoins des milieux. On l'a dit, la philanthropie, c'est autant une affaire publique qu'une affaire privée, puisque le cadre global, c'est un choix collectif qu'on fait. C'est une décision publique de donner aux citoyens les moyens d'agir là où le marché où l'État ne peut pas nécessairement agir. Donc c'est un choix collectif déjà qu'on fait. Donc nous, c'est très proche de nos valeurs. On a un mode de gouvernance qui est très démocratique, qui part vraiment de la base. Et comme organisme de proximité, on est attentif aux besoins des milieux. Donc on l'a dit en tout début avec Wendy, le mix financier des organismes, il repose sur différentes sources. Et on pense que nous, notre solidité, elle vient d'une base élargie. Et on croit que ce que les organismes nous ont dit, c'est de les aider à accomplir ça, en particulier à travers la philanthropie. Donc nous, on est dans une mise en place d'actions qui sont assez concrètes, je dirais, de terrain. On n'a pas nécessairement la capacité d'agir sur le cadre légal ou fiscal. D'ailleurs, on pourra en discuter. Il y a une réforme de la fiscalité au niveau municipal. Il y a peut-être des idées créatives à trouver là-dedans. Puisque beaucoup d'organismes de proximité au municipal doivent agir sur la précarité, la pauvreté, etc. Donc des choses qui ont trait à la bienfaisance. Donc nous, on part vraiment de notre mission. La première des choses, c'est qu'on parle de philanthropie, parce que tous les conseils des arts ne parlent pas nécessairement de philanthropie, c'est pas nécessairement dans leur mandat de base. Donc on a un discours public, on essaye d'agir avec épisode, l'étude sur les tendances philanthropiques au Québec, l'étude que Wendy Reed a conduite avec HEC, et différentes études auprès des citoyens aussi, pour engager tout le monde dans ce discours. On croit beaucoup que c'est un mouvement mutualiste. On a parlé de compétition aujourd'hui, nous on croit franchement que c'est un outil d'empuissancement, la philanthropie, que c'est un outil mutualiste. Et ensuite, le deuxième volet, c'est l'accroissement des capacités. Donc, on en a parlé aussi, on a différents programmes où il y a un impact peut-être direct ou un effet de levier. Le parrainage fiscal, par exemple, est un outil qui fonctionne depuis plusieurs années et qui permet aux organismes de diversifier leurs sources de financement. On a soutenu à peu près 80 organismes dans les 4 dernières années. Et ça représente quand même 450 000 $ chaque année en moyenne de fonds à travers le parrainage fiscal. Et ça, c'est un objectif, c'est que les organismes fassent l'acquisition de l'habitude philanthropique pour ensuite devenir autonomes. On croit beaucoup qu'on n'est pas là pour pallier, mais on est là pour donner les capacités au milieu. On a d'autres programmes aussi pour augmenter la capacité. On peut penser aux stages en philanthropie culturelle, avec des partenaires, avec 2 partenaires principaux, l'Université de Montréal, le certificat en gestion philanthropique et HEC Montréal. Il y a beaucoup d'anciens certainement dans la salle qui sont du programme. Et Wendy en a parlé, il y a un programme qui nous inspire beaucoup, dont je suis un ancien, et toi aussi Wendy, 20 ans avant, qui est le programme des Income Managers en Ontario, qui n'existe plus malheureusement, et qui a eu des impacts très durables, 20-30 ans plus tard sur la profession. Donc ce programme-là, j'en vois des perches. Si c'est un programme qui peut être étendu à d'autres villes, on est tout à fait intéressé. Donc ça, c'est des choses qu'on a mises en place sur le terrain. Mais il y a aussi un impact philanthropique pour le conseil d'influence aussi. On a commencé à en parler un petit peu plus depuis quelques minutes. La question de quelle philanthropie on parle, avec qui, pour qui, par qui. On a un grand changement démographique au Québec. On a un grand changement de richesse aussi. Une des priorités de l'action publique en ce moment, c'est le rattrapage du PIB par rapport à l'Ontario. Donc ça aura nécessairement des impacts. Mais il y a encore une partie de la population qui n'est pas sollicitée ou qui n'est pas active ou qui n'est pas représentée à l'intérieur même de nos organisations artistiques, de nos CA. Puis ça, c'est un enjeu qui tient beaucoup à cœur au Conseil, la question de l'équité, la question de la représentativité. Donc, comment est-ce qu'on peut influencer les milieux aussi à changer avec la société ? Je pense que je m'arrêterai là. Merci, Julien. C'est super. On en a parlé, je pense que Caroline Bergeron en a parlé de la disparition du donateur typique, que les programmes n'atteignent pas les organisations qui sont menées par des personnes racisées, que la question de l'équité, ça reste un enjeu.
Et puis là, ce que j'aime pas faire, il y a une personne qui est là pour nous en parler. On parle de, est-ce que tu es notre jeton qui va tout expliquer, Cyril? Et pourquoi, en fait, ce que Julien a dit aussi la dernière fois pendant qu'on discutait, c'est que les personnes de la diversité, on ne le sait pas, mais donnent beaucoup et sont très, très proches des organisations qui sont menées par elles et dont la forme aussi l'expression est non occidentale. Donc ça, on n'en parle pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de statistiques là-dessus. Il y a Linda Tchambé qui est dans la salle à la Fondation du Grand Montréal, a écrit un article que je cite souvent dans la presse sur la générosité des personnes immigrantes. Donc il faut la tenir il faut penser à ça. Nous, avec Ben-Marc Diendéré, tu es là, Linda. Ben-Marc Diendéré, comme président, il en a fait une priorité de son mandat. Et il y a encore trop de personnes qui ne sont pas sollicitées. Donc il faut nous aussi qu'on change comme milieu. Et ce n'est pas un débat qui est simplement dans le milieu de la philanthropie culturelle, c'est une question de société. Et le milieu philanthropique dans son ensemble se pose la question aussi de par qui, pour qui, avec qui. C'est pour ça que nous, on veut agir dans ce sens-là comme organisation, parce que c'est proche des valeurs qu'on défend depuis des années pour le milieu artistique. Et donc en philanthropie aussi. Merci. Alors, d'après toi, Julien, pourquoi, quelles sont les barrières aujourd'hui qui fait que même si les personnes donnent, mais elles ne sont peut-être pas au courant des incitations, des activités, d'initiatives qui sont faites en philanthropie et qu'il y a une espèce de peut-être de biais entre les deux? Si tu permets, j'avais préparé quelques notes en venant dans l'optique de ce colloque, et finalement, plus ça avance, moins je vais utiliser ou carrément pas mes notes. Je vais un peu parler, comme on dit dans un pays lointain, ça sort comme ça sort. Je vais parler avec le cœur. Je regarde cette salle. Il paraît que c'est de tous les colloques, c'est celui sur la philanthropie, du moins celui qui est le plus achalandé. Et là, je regarde la salle et je dis oui, il y a une barrière. Elle vient d'où, comment, ça on va en parler. Mais juste à regarder la salle. Une fois que j'ai dit ça, je dis les barrières viennent de beaucoup plus loin. Ceux qui sont à la tête de ces organismes culturels, là on parle des organismes dirigés par des afrodescendants, il ne faut pas oublier une chose, je veux dire, c'est quelque chose de très important, il faut toujours garder ça en tête. Dans leur société, la culture n'est pas quelque chose de monnayable. Je pense que j'ai entendu Madame Rankin en parler. C'est-à-dire qu'on vit avec la culture. Donc quand vous allez voir quelqu'un pour lui dire... je parle devant mon ami Moridja, j'ai fait une peinture ou je veux faire une exposition de peinture. Il vous dit oui, et alors? Il ne finance pas ça parce que pour lui, il vit là-dedans. Je veux qu'on garde ça en tête parce que quand ces personnes ou leurs enfants arrivent ici au Québec, ou ceux qui naissent au Québec dans une société où il y a une vieille tradition de philanthropie, il faut qu'ils s'y adaptent. Mais culturellement, ils ne savent pas demander. Ça, c'est la première des choses. On ne demande pas dans la culture. Si déjà pour la vieille société québécoise, quand je dis la vieille société, on s'entend, hein, je veux dire, hein, on s'entend là. Quand je dis pour la vieille société québécoise, déjà, la philanthropie dans le domaine de la culture est quelque chose de tout petit par rapport à la grande philanthropie. Imaginez quand il s'agit maintenant de ces organismes afrodescendants qui déjà viennent avec un retard énorme. Ça, c'est l'une des barrières. Ça, c'est ce qui les concerne. Une fois qu'ils sont là-dedans, moi, je me tourne vers les donateurs, vers les organismes. Je pense qu'il y a un travail là-dedans des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a des choses, j'en ai parlé avec Julien, lorsqu'il a évoqué un certain nombre d'initiatives prises par le Conseil des arts.
mais ça paraît lointain pour ces organismes-là. Ils ne sont même pas au courant de ces choses-là. Donc ce problème de communication, il est des deux côtés. Hein. Ça, je ne jette pas le blâme au Conseil des arts. Au contraire, c'est plutôt aussi du côté de ces organismes-là qu'il y a un travail à faire. Il y a un problème de professionnalisation. Je reviens sur la culture philanthropique. Les différents organismes ici ont développé un argumentaire philanthropique. On sait comment on va aller solliciter les gens. Ces organismes-là ne peuvent pas le faire, n'ont pas les moyens de le faire. On est en mode survie. C'est vraiment en mode survie, en mode urgence. Il y a un projet, il faut trouver les financements pour ce projet-là. Donc après, une fois qu'on l'a fait, il faut faire une reddition de comptes. On ne pense même pas à aller demander... du moins à solliciter les dons publics. Donc, voilà un peu, très très rapidement, là, un ensemble de barrières, pour moi, qui font que ces organismes, par rapport à la philanthropie, c'est vraiment quelque chose... voilà, ça paraît lointain. Il y a vraiment un gap, permettez-moi l'anglicisme, il y a vraiment un gap à rattraper là-dedans. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, merci pour ton témoignage de cœur, Cyril. Oui, peut-être de cœur, mais c'est vraiment ça. Quand on parle avec ces organismes, c'est ce qu'on voit. Il y a vraiment des barrières, absence de... Je ne vais pas me répéter. Allez, hop. Avant de passer la parole à Charles, j'aimerais témoigner que, en fait, quand on m'avait présenté justement les argumentaires philanthropiques, les événements en bénéfice et tout ça, quand je travaillais à Zamabu Kopendance Nyatanyata, j'ai eu la chance de prendre le cours avec Wendy Reed. Et c'est vrai que l'aspect de philanthropie de proximité, de parler à sa propre communauté, moi, je m'étais sentie vraiment interpellée par ça, parce que je me suis dit, en fait, nous, comme compagnie afrodescendante, la communauté, c'est au centre de ce qu'on fait. Et là, j'ai complètement défait mon appréhension pour commencer à me dire, ah non, mais en fait, les personnes qui fréquentent, qui aiment mon organisation, elles peuvent donner et je vais oser leur demander. J'ai vraiment commencé par ça. Je n'avais aucune idée de mécénat placement en culture. Je me suis dit, est-ce que même mon organisation va être pérenne? Je ne sais pas, mais est-ce que je peux... Parce que le principe de communauté était au cœur de nos pratiques. Et ça a vraiment changé ma perception. Et peut-être que c'est le pont qu'on peut faire avec les organismes qui sont proches de leur communauté et qui ont ça aussi comme valeur fondamentale de travail et de développement. Charles, la communauté art à faire. Ça, c'est l'autre volet dans le portrait dont on a parlé. Pour toi, dans ton expérience, quelles sont les politiques culturelles qui ont fait que cette relation art à faire, tu as travaillé dans beaucoup de conseils d'administration d'organismes culturels, comment ça a porté fruit pour toi? Alors, j'ai bien des choses à dire. Premièrement, merci pour l'invitation. Je connais plein de gens dans la salle. Je ne savais pas que tout le monde serait ici. Je trouve ça vraiment intéressant. Plein de gens que j'aime beaucoup, d'ailleurs, qui m'ont guidé dans mon implication culturelle qui date maintenant depuis déjà 20 ans à l'OSM, au Conseil des arts de Montréal, au Festival Transamérique, au Festival de la Nodière. Moi, j'ai jamais voulu être un artiste. J'ai toujours voulu aider les gens qui avaient le talent et le désir de le faire. Et humblement, je pense que c'est ce genre de profil-là qu'on doit voir davantage dans le milieu artistique. Et moi, je me fais le devoir d'être un peu... je me considère un peu dans la famille culturelle. Je me fais le devoir d'être un peu un espion dans la communauté d'affaires pour essayer de comprendre comment on peut amener plus de gens à s'impliquer dans le milieu culturel, s'impliquer en temps, on y reviendra, mais évidemment s'impliquer aussi de façon monétaire. Je veux parler à l'invitation de M. Gauthier. J'ignorais qu'il y avait eu un projet de collaboration. D'ailleurs, les archives de la Fédération sont déposées à HEC. Alors, tantôt, j'irai fouiller dans les tiroirs, voir c'est quoi cette histoire-là, mais ça me ferait très plaisir qu'on travaille ensemble là-dessus. La philanthropie culturelle, c'est un sujet extrêmement important. Le financement en culture, pour moi, je vois ça comme une garde partagée entre le public et le privé. On pourrait souhaiter que le public en fasse plus. Je suis le premier. Pour ça, il y a des élections, il y a des gens à élire, puis il y a peut-être des choses à faire de ce côté-là. Le premier ministre en a quand même parlé de la culture dans le discours inaugural à laquelle j'ai eu l'occasion d'assister mercredi. Bon, je pourrais être mauvaise langue, dire qu'il en a parlé après 1 heure. J'aimerais ça qu'un discours inaugural commence par l'importance de la culture, mais bon, il en a parlé quand même. Et il y a eu des investissements significatifs dans le dernier mandat, selon moi. Et vous êtes plus expert que moi pour l'évaluer. Mais en même temps,
moi, je m'amuse toujours à chaque année à regarder le budget. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, là, mais je m'amuse toujours à chaque année à regarder le budget de fonctionnement de l'Opéra de Paris, le financement public. Et à chaque année, les ongles me décollent un peu plus. Je trouve ça exceptionnel, cette implication-là du gouvernement dans des organisations aussi importantes. J'aimerais ça qu'on voit ce même rapport de force-là entre le public et le privé. Ceci étant dit, on est quand même dans un modèle nord-américain ici. On doit embrasser cette réalité-là. Donc, on a besoin d'un apport du milieu privé qui est très important. Et c'est correct aussi. Et pour vendre, la philanthropie culturelle, c'est de la vente. Il faut vendre notre produit. Alors, la chance qu'on a, c'est que notre produit, il est intéressant. Il est assez fantastique, puis il est assez unique au monde. Puis quand on parle de la culture ou du produit culturel au Québec, on a toujours l'air chauvin, je trouve, de dire que c'est un excellent produit. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un excellent produit. Quand on se compare à l'offre qu'il y a partout dans le monde, par rapport à notre poids relatif dans le monde, à notre poids économique, on joue au-dessus de notre ligue en matière culturelle. Selon moi, ça fait très longtemps que je pense ça. Et je ne voudrais pas vous écœurer avec ça, mais je vais vous écœurer quand même. J'étais à Paris la semaine passée pour le travail, puis je suis allé voir Starmania. C'est exceptionnel. Bon, à la limite, on s'en fout de Starmania ce matin, mais de voir que c'est complet pendant 2 mois. Luc Plamondon était là, est accueilli comme un demi-dieu. Les meilleurs chanteurs de Starmania, si ça vient au Québec l'année prochaine, c'est les chanteurs québécois, je m'excuse. C'est fantastique comme produit. Alors, tout ça vient d'ici. Donc, quand on arrive et on dit on a des choses à vendre au niveau culturel, en danse, en théâtre, en musique, on a 2 orchestres de classe mondiale ici. On a un milieu théâtral extrêmement vif. Au niveau des salles aussi, tu sais, je regarde la salle Bourgie, pour ceux qui aiment la musique classique, c'est quand même la salle préférée de plein des plus grands solistes au monde. Ça, c'est méconnu. En tout cas, c'est méconnu dans mon milieu, peut-être pas dans le vôtre. Mais donc, le produit, il est excellent. Donc, comment on fait pour vendre ce produit-là puis au bon prix? Évidemment, on doit mieux le faire connaître, mais je pense qu'on doit le voir d'un avantage, d'un point de vue économique aussi. Donc, on veut parler aux gens d'affaires, alors parlons-leur dans leur langage, parlons-leur d'économie. Et je pense que, je ne voudrais pas être cité dans le journal, mais je pense que la pénurie de main-d'œuvre aide un peu, par extension, la philanthropie culturelle, parce qu'on essaie de créer des milieux de vie, des milieux de travail intéressants. Et ça passe par une offre de services de santé, mais aussi de bien-être dans une perspective plus globale. Donc, moi, j'ai la chance de me promener beaucoup en région pour visiter les 123 chambres de commerce au Québec. Et on n'arrête pas de dire que le milieu des affaires, oui, on s'intéresse au développement des ressources, on s'intéresse à la prise de risque, à l'entrepreneuriat, mais on se préoccupe aussi du développement socio-communautaire d'une municipalité, d'une localité. Parce que comment voulez-vous qu'on attire des gens dans une région si, premièrement, il n'y a pas de logement, deuxièmement, il n'y a pas d'infrastructure culturelle, sportive, il n'y a pas de transport? C'est pas intéressant. Quand on ne peut pas aller dans un endroit où l'endroit a l'air plate, bon, on n'y va pas, on va ailleurs. Alors moi, je pense que cet élément-là fait en sorte que partout en région, on a un argument de vente supplémentaire. Évidemment, à Montréal, la situation est un peu différente, mais en région, on a un argument de vente supplémentaire pour valoriser les entreprises culturelles parce que ça fait partie d'un milieu de vie attractif. Et d'un point de vue de l'employeur aussi, je conclus bientôt, mais pour la marque employeur aussi, de voir maintenant des investissements dans des secteurs comme la lutte au changement climatique, mais comme la culture aussi, c'est beaucoup plus payant que ça l'était avant. Alors, on a du retard là-dedans, mais regardons en avant et je pense que les gens, maintenant, quand ils se cherchent un emploi, ils ne regardent pas seulement combien d'heures, combien de jours par semaine il va falloir gérer au travail, mais aussi qu'est-ce que l'entreprise véhicule comme message, comment elle se comporte, puis qu'est-ce qu'elle fait avec son discrétionnaire ou son argent qu'elle décide consciemment d'investir dans un endroit X, Y ou Z. Alors moi, je pense que le timing est bon pour qu'on change ce rapport de force-là avec la culture. Puis je terminerai en disant, on le sait que la philanthropie en santé, moi je suis issu du milieu de la santé il y a plusieurs années, est très populaire en philanthropie. Pourquoi? Bien, parce que la santé, c'est clair, il y a un bénéfice, les gens veulent se tenir proches de ce secteur-là pour plein de raisons. Souvent, c'est prestigieux aussi, la philanthropie en santé, on va se le dire.
Mais moi, je voudrais qu'on voit, on voit un switch en ce moment, de transition entre l'importance de la santé physique et l'importance de la santé mentale. Moi, je fais un parallèle direct entre la philanthropie en santé et la philanthropie culturelle. Aller au théâtre, consommer de la culture, non seulement, excusez-moi, ça déniaise, mais c'est bon pour la santé aussi. Alors, c'est un argument de vente supplémentaire. Puis moi, je veux vraiment que la communauté d'affaires prenne ça en ligne de compte dans les investissements qu'ils souhaitent faire. Et moi, personnellement, c'est une mission que je me donne d'être un motivateur en ce sens-là. Merci, Charles. Tu es un excellent motivateur. Peut-être que tu devrais changer de travail, en fait. Ambassadeur de la culture ou délégation culturelle dans le monde. Oui, bien, prochaine question. Là, je sais pas quoi dire. Cyril, je reviens à toi. Je pense que ça aussi, c'est méconnu. Les initiatives philanthropiques de certaines communautés, elles sont aussi inconnues et peut-être qu'elles pourraient nourrir les initiatives. Qu'est-ce qui ressort pour toi? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter? Et qu'est-ce qui aussi, parce que notre sujet, c'est quand même les politiques culturelles, quelle politique aussi culturelle renforcerait ces initiatives? D'abord, pour ce qui concerne les organismes eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Je veux d'abord rassurer tout le monde par rapport à mon propos précédent. Hein. Non, tu n'as pas besoin de rassurer, ça va. Que je n'y revienne pas, hein. D'accord. Et en plus, il ne reste pas beaucoup de temps. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Non, ces organismes-là essayent de trouver des solutions, voilà, à l'interne pour avancer, trouver du financement. Je vais prendre un exemple. Je sais pas, il y en a qui connaissent ici le terme tontine. La tontine, est-ce que ça vous dit quelque chose ici? Oui. Bah, voilà, je pense qu'il y a quand même quelques personnes qui connaissent. Mais en fait, c'est des gens qui se mettent ensemble, qui posent, comme on dit, réunissent de l'argent, une certaine somme, et qu'on donne à quelqu'un qui a un projet bien spécifique, en lui disant, ben voilà, on te donne de l'argent pour tel projet, puis tu vas rembourser dès que tu pourras avoir des bénéfices. C'est quelque chose qui fonctionne énormément dans ces organismes-là, parce que les gens croient à la mission. Ils adhèrent à la mission. Donc d'emblée, ils viennent et se disent, OK, on n'attend pas un bénéfice quelconque, on va juste te donner un coup de main. C'est quelque chose qu'on trouve de plus en plus répandu quand même dans différents organismes. Ceci dit, puisqu'on parle des différents gouvernements, je sais qu'en ce moment, le gouvernement fédéral, par exemple, a lancé un programme de mise en œuvre d'un fonds de dotation. Alors là, c'est pour les organismes culturels des communautés noires. Un fonds de dotation, je pense qu'il parle de 200 millions sur 10 ans, quelque chose comme ça, qui va pouvoir aider. Bon, alors là, c'est pas juste pour nous ici au Québec, c'est pour tout le Canada. Mm-hmm. Donc, quelque part, c'est de faire en sorte qu'on ait quand même une bonne portion ici au Québec, parce qu'on sait que quand c'est canadien, très souvent, bon, c'est un peu difficile. Donc ça aussi, ça peut peut-être permettre de rattraper le fameux gap dont je parlais. Mais l'avantage avec ce fonds de dotation, de ce que j'ai compris et des discussions que j'ai eues, c'est qu'il ne s'agira pas seulement de donner de l'argent aux organismes, mais aussi de les amener à se former. Quand je parlais tantôt de la culture philanthropique, d'apprendre à se doter, par exemple, quelqu'un parlait au sein des conseils d'administration, de gens capables de mettre en place un argumentaire, de mettre en place ce genre de choses qui vont permettre à ces organismes-là d'aller chercher hors de leur communauté du financement. Donc si ici, je dis, il y a des gens de la communauté philanthropique, la dernière des choses que je vais dire, c'est intéressez-vous aussi à ces organismes-là, parce que je pense que quelqu'un a dit tantôt qu'on est encore au Québec en train d'essayer de définir un peu notre propre identité et tout ça. Aujourd'hui, cette identité est mue avec le temps, et le Québec a besoin de cette richesse aussi qui vient des autres. Et moi, j'invite la communauté philanthropique à rentrer, à intégrer aussi ces organismes-là, à intégrer pas seulement les organismes, même les gens, à les solliciter, parce qu'il y en a qui vont donner comme ça de manière naturelle. On ne peut pas mettre ça de côté. Merci Cyril. Je t'en prie. Donc nos communautés sont aussi donatrices et elles sont donateurs. Elles sont donatrices. Et ça, on a cité l'article d'une experte en la matière. Non, elles sont donatrices. Merci.
Yvan, tout à l'heure, tu as parlé d'un certain bilan, mais tu avais aussi des idées, des initiatives, comment les programmes peuvent être plus responsables, éthiques, être aussi plus équitables pour les petites organisations et les organisations qui sont menées par des personnes racisées, comme tu les as appelées tout à l'heure. Bien, je pense que les mesures restent à être développées dans le cadre des programmes gouvernementaux existants. Je pense qu'il peut y avoir plein de bonne volonté, là, puis je vais y revenir tantôt, mais il faut que les organisations gouvernementales tiennent compte des difficultés d'information, de communication qui existent entre le programme offert et les communautés qui devraient être desservies, mais qui ne le sont pas. Alors ça, c'est je pense qu'il y a une promotion du programme, il y a une information et probablement des mesures particulières aussi. Quand on parle de mesures particulières pour les petits organismes, telles qu'elles existaient dans le programme Mécénat Placement Culture avant 2018, avant la version de 2018, bien, il y avait un appariement supplémentaire pour soutenir les efforts des plus petites organisations, pour les inciter à s'engager dans la philanthropie en tenant compte des conditions de ressources qui étaient beaucoup plus faibles à ce moment-là. Alors, oui, il y a une série, je pense, mais je parle aussi d'initiatives des organisations culturelles établies. La bonne volonté, ça ne suffit pas toujours. Alors, des maillages, comme on a parlé tantôt, des maillages, des parrainages, c'est-à-dire qu'il y a des organisations plus structurées qui pourraient parrainer, faire leur campagne de financement avec un organisme qu'ils ont choisi, qu'ils associent à leur campagne et pour lequel ils attribuent aussi une proportion des montants recueillis. Donc, il y a derrière ça une démarche d'apprentissage, puisque la petite organisation se joint à une équipe d'experts. Et il y a aussi un objectif de résultat, puisque la campagne se fait au nom de 2 ou de 3 organisations. Alors, il pourrait y avoir un incitatif financier pour les grandes organisations de faire ces maillages-là et ces parrainages. Je pense que là, c'est la volonté de le faire. Ce n'est pas d'attendre que quelqu'un le fasse. Je pense qu'il faut qu'au sein des organisations structurées, ce soit une préoccupation. Et ce n'est pas la préoccupation de l'État, l'équité uniquement, c'est la préoccupation de tous les citoyens. Et moi, je voulais revenir aussi sur la notion de culture de proximité, qui est une clé, mais en même temps, il faut que l'organisme culturel soit proche aussi des enjeux de sa communauté. Si on veut que la communauté participe au développement de la culture, il faut que les organismes culturels soient associés au développement de la société, qu'elles soient partie prenante des enjeux sociaux dans leur communauté. Je pense que c'est une circulation qui va générer beaucoup de communication puis de conscience aussi du développement de notre société. On a parlé de changement de règlement en philanthropie. Il y en a un, je pense, qui va être important, c'est qu'on va permettre à des organismes non charitables de pouvoir bénéficier de subventions, de fondations. Je pense présentement aux organismes autochtones qui n'ont pas comme forme d'organisation des OSBL. C'est d'autres genres, c'est des cercles, c'est d'autres façons, une autre culture en termes d'organisation. Alors, ils ont été privés de philanthropie parce que eux, comme communauté, ce n'est pas l'OSBL qui est la forme de structure de leur communauté, c'est d'autres formes. Alors, ce qui a été discuté dans les amendements possibles et probables, ça va être la possibilité de faire des dons à des communautés dont le type d'organisation est différent. Dernier élément, dans le rapport d'épisode de 2020 sur la philanthropie, il y avait quelque chose d'intéressant, c'est que les PME font des dons supérieurs à la culture qu'à tout autre secteur. Ce que je me souviens de la moyenne, c'est un don moyen de 3 200 $ et par rapport aux autres secteurs, c'est un don de 2 100 $.
Alors, il y a là, je pense qu'il y a des stratégies à penser, des stratégies philanthropiques pour la culture, en faisant appel, entre autres, dans le langage, la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, qui s'étend aussi à la culture. Alors là aussi, même chose, on veut que la communauté prenne soin des entreprises, mais il faut aussi que les entreprises s'occupent aussi de leur communauté. Ça aussi, c'est des vases qui se doivent communiquer ensemble. Alors moi, je pense qu'il y a toute une série de choses qui sont possibles. À la fois, l'État doit être un moteur, mais la communauté culturelle aussi est un moteur. Doit avoir aussi ce moteur d'innovation. Merci. Puis je vois Pierre-François qui s'amène. Ça fait toujours peur parce que normalement, on a quelques minutes de discussion. Je vais juste te laisser le dernier mot rapidement, Julien. Dans le rapport, il y a toutes les initiatives du Conseil des arts de Montréal sont assez bien expliquées, mais s'il y en a une ou une future qui pour toi qui a besoin d'appui ou que tu aimerais mettre sur la table, ça serait laquelle? C'est difficile comme question. Parce qu'on a beaucoup de programmes qui témoignent que ça fonctionne à partir du moment où c'est un mouvement collectif. Moi, ce que je dirais, c'est que des journées comme celle-là, il en faut plus. Nous, on veut continuer à jouer ce rôle-là de catalyseur et de changement. Mais il y a des programmes, en fait, il y a des actions qui ne demandent pas nécessairement de faire une relecture entière du rapport Bourgie ou de faire une étude. Il y a des choses qui fonctionnent, qui pourraient être simplement répliquées. Nous, à partir de l'an prochain, les programmes de stage avec les offices jeunesse du Québec, on va faire un pilote au Musée national des beaux-arts pour qu'il y ait un premier stage en développement philanthropique à Québec. Ça, c'est un modèle qui pourrait être étendu à l'ensemble et qui a vraiment des impacts à long terme sur le secteur, puisque les personnes restent à l'emploi ou sinon vont aller ailleurs faire du développement philanthropique. Le Québec a mis en place les agents de développement numérique. Il a dépensé 12 millions. Ça a un impact majeur sur la transformation numérique du secteur. On pourrait imaginer des agents de développement philanthropique, là aussi dans les organisations, dans les associations professionnelles, par exemple. Si on pense que c'est un enjeu sectoriel qui mérite cet investissement-là, ça, c'est des choses assez concrètes qui permettent de diffuser une culture philanthropique et d'infuser des changements. Le parrainage fiscal, nous, on a de plus en plus d'intérêt de la part des conseils régionaux de la culture, comme l'Estrie, la Mauricie, à qui on parle et qui réfléchissent à ça. C'est peut-être pas un modèle réplicable à 100%, mais il a un intérêt, effectivement, dans la réforme de la loi sur l'impôt, sur les donateurs reconnus. Il va peut-être y avoir des changements qui vont aller dans le sens de l'idée du parrainage fiscal, finalement, qui va permettre aux plus gros de jouer leur rôle de leader, parce que je pense que vraiment, le rôle des plus gros, c'est un rôle de leadership et de mutualisme. Et puis, la dernière chose que je voulais ajouter, on en a parlé, la question de la jeunesse. La question de l'habitude du bénévolat, de l'habitude philanthropique, elle est très importante et elle est fondamentalement reliée à la question de l'art. Ça en fait des citoyens plus impliqués, des meilleurs citoyens plus tard. Ça, je pense qu'avec un ministre de la Culture, si on parle de politique publique, qui est aussi un ministre de la Jeunesse, il y a un bel arrimage à faire, certainement. Merci Julien, tu es extraordinaire, mon Dieu. Tu as résumé tes idées en 1 minute, merci. Alors, c'est à vous la parole. On a quelques minutes pour les questions. Bon, vous avez faim, mais on a encore 5 minutes ensemble. Oui. Le micro arrive. Oui, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Ma question est pour M. Charles Millard. Nous, on fait partie du quartier Villeray-Parc-Extension. Je sais qu'il y a une société de développement, donc la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, qui pourrait facilement se greffer ou le contraire aussi avec la table de concertation, culture. Et en fait, je vois rarement ce maillage-là entre la communauté d'affaires et les tables de concertation dans les différents quartiers. Je ne sais pas si la volonté, il y a aussi, il faut le dire, là, il y a quand même des fois un certain tabou aussi aux organismes culturels à pouvoir aller chercher de l'argent dans des entreprises privées, mais
je crois qu'il y aurait un maillage à faire là et s'il y aurait un encouragement peut-être des sociétés de développement à ne pas nécessairement se greffer à des gros événements ou des grosses institutions culturelles, ça pourrait peut-être vraiment aider aussi les plus petits organismes. Donc, c'était juste une réflexion que j'avais pendant que je vous entendais tout à l'heure. C'est très intéressant. Mais pourquoi il y a un tabou? Bien, le tabou, je crois, moi, personnellement, je le sens quand je parle à des organismes de quartier qui n'ont peut-être pas nécessairement cette réflexion philanthropique-là ou l'idée, encore une fois, de mailler l'argent avec la culture. Pour moi, c'est pas, je m'en ai dit malheureusement, mais c'est une équation qui, selon moi, est vraiment extrêmement gagnante pour les deux parties. Mais je sens parfois que les entreprises privées de certains quartiers vont vraiment, par exemple, je vais dire un nom comme ça, disons la TOU, hein, qui est vraiment dans ce coin-là. Donc, c'est vraiment la TOU qui va aller chercher vraiment le plus de dons des gens qui sont dans le milieu, alors qu'il y a plein d'autres OBNL, des institutions culturelles dans le coin qui, malheureusement, n'ont pas cette visibilité-là, par exemple, qui pourrait moins intéresser ces entreprises-là. Bien, c'est certain que moi, c'est une des raisons pour lesquelles je participe à des événements comme celui-là, c'est pour faire ce maillage-là. Là, moi, je suis quelqu'un de la communauté d'affaires qui vient dans un événement de la communauté culturelle, mais c'est bien. Tant mieux, mais c'est l'inverse qu'il faudra faire aussi. Donc, d'avoir des gens de la communauté culturelle qui viennent dans les événements de la communauté d'affaires, où la communauté d'affaires est dans ses affaires, si on veut, puis comprend une autre vision d'un autre besoin, d'une autre réalité dans l'écosystème d'affaires. Alors, moi, j'ai plein de belles histoires de collaboration, comme vous le dites, beaucoup en région. Je connais peut-être moins un petit peu les subtilités là à Montréal, mais évidemment, probablement que mes amis du Conseil des arts pourraient en parler, mais une des façons d'impliquer ces gens-là aussi, c'est peut-être de les avoir sur vos conseils d'administration. Donc ça, c'est toujours une bonne façon et ça me permet de parler d'un des points que je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est l'importance du conseil d'administration pour faciliter le maillage avec la communauté d'affaires. C'est important. C'est pas facile là, de remplir un conseil d'administration, surtout quand on est un organisme culturel méconnu ou moins connu, mais c'est tellement important. Il ne faut pas négliger cette tâche-là. Il ne faut pas la faire sur le bord du comptoir non plus. Ça fait souvent la différence. Moi, j'ai plein d'exemples en tête d'où un bon conseil d'administration était capable de propulser justement l'organisation et que les administrateurs, puis je termine là-dessus, comprennent leur rôle. Et ça, c'est super important aussi. Et le rôle d'un conseil d'administration, surtout les représentants du milieu privé dans un organisme culturel, c'est de trouver de l'argent et de mettre leur réseau à profit. Ce n'est pas de décider de la programmation, ce n'est pas de se mêler de qu'est-ce qui va se... Ouais. Et oui, ça se voit, là, à New York, ça se voit, il y a des grands donateurs qui donnent plusieurs millions de dollars pour telle production, c'est correct, mais à notre échelle, à nous, c'est pas ça du tout, puis ça, il faut se méfier de ça comme de la peste. Faire une programmation, faire une programmation, c'est un métier. Puis être administrateur, puis être entrepreneur, c'est un autre métier. Ça c'est bien important. Ouais. Julien, je pense que Juste tu voulais commenter aussi quelque chose. qu'on peut accomplir plusieurs choses en même temps. Tu parlais des membres de conseil d'administration. Nous, on a un partenariat avec Concertation Montréal qui parle de gouvernance inclusive. Donc, des bénévoles qui veulent s'impliquer et des organismes qui cherchent des bénévoles peuvent accomplir plusieurs choses, avoir des bénévoles impliqués, mais aussi arriver à avoir une meilleure représentativité, avoir un pouvoir qui représente mieux au sein de leurs instances de gouvernance la diversité montréalaise. Donc on peut accomplir plusieurs choses en même temps aussi. Il faut avoir une vision sectionnée, mais on peut travailler ensemble. Yvan, est-ce que je te voyais avec le micro? Non? C'est très important, la gouvernance des organisations. Normalement, là, il y a un comité de gouvernance dans chaque organisation, même si vous êtes très peu. Et ce comité de gouvernance-là doit identifier les compétences dont vous avez besoin. Et il devrait y avoir la philanthropie comme compétence pour soutenir les directions générales qui... Vous n'avez pas le temps de le faire, mais il y a des gens qui vont le faire, des administrateurs qui vont donner de leur temps et qui vont donner de leur réseau, comme M. Millard vient de le dire.
absolument, ceux qui ont réussi dans le mécénat placement culture, c'est une espèce d'adaptation, d'intégration de gens du milieu des affaires qui a permis de percer, de faire des levées de fonds qui étaient plus substantielles. Alors, c'est une réflexion importante, je pense, au niveau des organisations aussi. On a une question juste devant. Oui, Alix Laurent. Julien, vous avez parlé de l'idée, vous avez brossé l'idée d'un agent de développement, pas numérique, mais philanthropique. Est-ce que c'est quelque chose qui existe ou c'est quelque chose que vous réfléchissez ou... Non, ça n'existe pas. C'est la foire aux idées aujourd'hui. Alors, moi, j'en lance une. On va voir si elle colle au plafond ou pas. Mais moi, je parle de choses qui fonctionnent, en fait. Avec Nathalie Maillet, notre directrice générale, on est très dans l'action. On est une organisation qui essaye des trucs, puis parfois on foire, parfois ça marche. Mais quand il y a des choses qui fonctionnent, on se dit, tiens, si elles peuvent aider quelqu'un... Moi, ce que je constate avec les agents de développement numérique, c'est que c'est une initiative qui était porteuse, qui a bien fonctionné. Parce que c'est un besoin fondamental. Wendy en a parlé, et Caroline, c'est des facteurs importants, la question des bases de données. Donc ça, la philanthropie, si on considère que ça peut être un enjeu qui peut apporter dans différents secteurs, on peut tous se donner les moyens. Ce qui est important aussi, c'est de parler d'une voie commune. On en a parlé avec l'AFP. Si on a quelques priorités en commun, les appariements, il faut qu'ils soient bonifiés, d'autres initiatives qui peuvent être plus structurantes. Puis s'il y a des choses qui fonctionnent, on peut peut-être demander à qui veut être le porteur. Et voilà. Merci Julien. Moridja. Avant de de faire mon commentaire, on m'a dit de dire que ça sera le dernier commentaire. Moi, je voulais revenir sur votre proposition que je trouve géniale, que les gens de la culture doivent participer aux événements des gens d'affaires, mais souvent c'est payant et ça coûte cher. J'aimerais vous faire une petite proposition. Je trouve que c'est une très bonne idée. Est-ce que ça serait intéressant, par exemple, la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui intégrerait dans ses activités, à chaque fois qu'il y a une activité, d'inviter un organisme culturel qui viendrait, au fait, comme un parrainage, au fait, ça serait intégré automatiquement. Comme ça, pendant que les gens d'affaires vont parler des chiffres, des tableaux, il y aurait un petit espace pour un organisme qui viendrait parler de son travail et de comment est-ce qu'on pourrait l'accompagner. C'est embêtant de dire non. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord. La seule chose, c'est que la fédération... Moi, je peux bien vous dire que je suis d'accord, mais nous, on fait un certain nombre d'événements, mais il faut parler à des organisations d'affaires qui font des événements avec du grand volume aussi. Donc, nous, on fait beaucoup de choses en plus petit volume, mais tu sais, je pense à certaines des grandes chambres de commerce, exemple, qui sont chez nous. Je pense à d'autres organisations entrepreneuriales aussi en région qui pourraient certainement... Mais souvent, là, c'est de l'ignorance dans le strict terme, pas péjoratif du terme. Alors, si vous avez des idées pour mieux faire connaître l'offre et les besoins, pas juste l'offre, les besoins, moi, je suis tout à fait disposé à ce qu'on fasse des événements ensemble, tout ça. Sinon, je ne serais pas ici. Là, donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Moridja chante donc, très un tableau, bien. une performance, un tableau, une performance. Voilà. Merci Moi, beaucoup. j'ajouterais qu'il faut faire l'inverse aussi. Ah, ouais. Les entreprises culturelles sont des entreprises et les artistes sont des travailleurs. Et donc, finalement, on devrait tous être adhérents à notre chambre de commerce, déjà. Ça serait une bonne chose. C'est enregistré, ça, cette conférence-là? Pierre-François, t'as vu, je contrôle plus rien. Oui, non, mais c'est ça, je vois, c'est parfait. On rigole, les idées fusent de toutes parts, mais on doit conclure, je pense. Oui, on conclut, mais une dernière petite question. Ok. Merci. En tant que Française, vous l'avez compris, fraîchement débarquée, puisque depuis 48 heures, d'abord, je dois dire que c'est une culture que, outre-Atlantique, nous n'avons pas du tout. Donc on a beaucoup à apprendre et je me sens très proche de certaines communautés qui n'auraient pas une formation pour cela. J'ai une question pour Monsieur Millard de la Chambre de commerce. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans les entreprises qui se créent une façon de leur donner une espèce de kit autour de vous, dans la communauté très proche, de proximité, voici les acteurs culturels qui agissent et une espèce de mode d'emploi de comment est-ce que vous pouvez, au vu de vos valeurs, des valeurs que vous défendez au travers de votre entreprise, et je suis d'accord, toute entreprise culturelle devrait être inscrite à la Chambre de commerce, parce que finalement, nous sommes aussi des acteurs économiques, en tout cas qui avons un intérêt, puisque pour arriver dans certaines villes,
La première des questions qu'une entreprise se pose, et vous l'avez dit, ou qu'un salarié se pose, surtout lorsqu'il a des enfants, c'est y a-t-il un développement culturel que je puisse proposer à ma famille. Donc c'est effectivement, il faut avoir cela ancré en tête, que nous sommes des acteurs d'une bonne vie, en tout cas. Donc je repose ma question, y aurait-il un mode d'emploi à donner à des jeunes entreprises qui se créent, puisqu'en plus la jeunesse de ces jeunes chefs d'entreprise permet peut-être une porosité plus importante avec quelle société je veux pour demain? C'est une excellente idée, puis ça réfère encore une fois à l'attractivité d'une localité, d'une région, en présentant c'est quoi l'offre qui est disponible. On commence à le faire, les chambres de commerce commencent à le faire. Puis évidemment, là, bon, il y a toujours la Chambre de Montréal, parce qu'on est à Montréal, qui est une très, très grande chambre, mais les autres plus petites chambres à l'extérieur de Montréal travaillent à faire une espèce de compendium, justement, des choses qui sont disponibles dans la région, oui, en matière de logement, en matière de services de garde, mais pourquoi pas le faire aussi en matière d'offres culturelles. Mais alors, oui, il y a ça qui est disponible en termes d'information, d'avoir un résumé de tout ça, mais moi, je pense que la profitabilité, la philanthropie va naître de la rencontre entre les gens. Oui, le virtuel, oui, le télétravail, mais moi, je dis toujours, les gens font des affaires ensemble depuis 3 000 à 4 000 ans, là, en se rencontrant. Je ne suis pas sûr que ça va changer tant que ça en 3 ans et demi. La rencontre, elle est très importante. Puis une chambre de commerce, avec tous ses défauts, ses qualités, c'est quand même de favoriser la rencontre, de vulgariser l'information qui est disponible dans une région. Fait que c'est certain que d'être membre d'une chambre, c'est intéressant. Ça ne coûte pas très, très cher. Ce n'est même pas une question de profitabilité pour moi. Mais quand tu es dans un déjeuner-conférence puis que finalement tu te ramasses à une table à côté d'un dirigeant d'entreprise ou d'un entrepreneur, puis que c'est comme ça que ça arrive, les choses. Là. Ça arrive comme ça dans tous les secteurs. Bien, c'est pas pire, c'est pas mieux en affaires. Alors, cette rencontre-là, elle est importante. De s'inviter mutuellement, c'est important aussi. Mais de créer des choses localement et en one-on-one, c'est important aussi. Merci. C'était peut-être le mot de la fin et de dire aussi qu'on parle de politique générale, globale, mais qu'on parle d'action entre nous, la question de la rencontre, de la conversation, de la proximité et de la relation, en fait, est au cœur. Et puis peut-être de comprendre aussi les enjeux que chacun doit affronter et de voir comment on peut adapter toutes les politiques, les initiatives à ces enjeux-là. Amélie, tu as un travail incroyable à faire. Amélie Safré, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été envoyées et qu'on espère qu'elles colleront au plafond, pour reprendre l'expression de Julien. Charles, Cyril, Yvan et Julien, merci beaucoup pour cette table ronde très, très riche. Et je pense que oui, on va conclure. On Merci peut les applaudir. beaucoup. Merci beaucoup. C'est carré. Merci pour ces échanges passionnants, vraiment. Et donc, on arrive à la fin de ce colloque. On a un petit peu de retard. Je vous prie de m'excuser, mais c'était vraiment très intéressant. Que retenir de ces échanges et de ces interventions ? Je ne me risquerai pas à une conclusion très précise, mais c'est sûr qu'il reste encore du chemin à parcourir pour développer la philanthropie culturelle, ça c'est sûr. Il y a des enjeux réels, on en a parlé, de formation, de professionnalisation du milieu pour justement favoriser l'essor d'une culture philanthropique. Peut-être des choses aussi à repenser au niveau peut-être du cadre fiscal, au niveau des outils financiers. En tout cas, on a parlé de mécénat placement culture, des enjeux d'équité, des enjeux de budget aussi, parce que mécénat placement culture a le même budget depuis ses débuts. Donc il reste des choses à faire, notamment pour élargir la tarte, comme on dit, pour élargir les fonds mobilisables. De notre côté, à Culture Montréal, Ségolène Roederer le rappelait au début, nous recommandons au gouvernement du Québec de mettre sur pied un groupe de travail pour réactualiser les réflexions du rapport Bourgi et revaloriser la philanthropie culturelle. Je pense que c'est vraiment important. Ça fait 10 ans. En 10 ans, bien des choses ont changé. Et peut-être que le fruit du travail de ce groupe-là, c'est pas nécessairement de livrer un nouveau rapport. Est-ce que ça s'apparente davantage à ce qu'on pourrait appeler un livre blanc ? En tout cas, c'est aux politiques de le décider. L'idée étant de continuer d'avancer dans la bonne direction pour, justement, concrètement, pour continuer de soutenir l'essor de la philanthropie culturelle et je dirais même soutenir l'approfondissement de la relation, de la collaboration entre l'État, la sphère publique, l'action des gouvernements et le don, la générosité, la philanthropie. Je crois vraiment profondément que ce sont les deux faces d'un même mouvement qui consiste à faire société. Merci à tous et à toutes et bon vendredi.